Bonjour tout le monde, c'est David. Aujourd'hui pour la deuxième vidéo, la deuxième séance de ce cours d'histoire. Aujourd'hui nous allons commencer l'étude de la guerre civile espagnole. Ok. Je vous conseille de regarder ces deux vidéos. Ok, il y a les interventions de Dolores Ibarri, la secrétaire générale du Parti communiste de l'Espagne, et José Antonio Primo de Rivera, qui expliquent leur vision de ce qui se passe en Espagne. Et c'est intéressant de voir les deux côtés, ok, les antagonismes d'un de ces protagonistes. Euh, les sujets, on va l'envisager d'une manière, c'est-à-dire nous allons diviser le travail par des sujets. D'abord, le premier sujet, un pays divisé en deux, un conflit internationalisé, deuxième partie, la troisième, évolution des champs de bataille, la quatrième, la vie pendant la guerre, et finalement la vie après la guerre où l'on va faire référence aux événements immédiats de l'après-guerre. Pour commencer, un pays divisé en deux, euh, c'est la manière de parler de ces coups d'État. C'est-à-dire, il est important de noter que la guerre civile, elle commence à cause d'un coup d'État échoué. Okay. La résistance républicaine, le fait que dans les principales villes de l'Espagne, la République a résisté grâce à des différents efforts, on le verra tout de suite, explique que les coups d'État a échoué, n'a pas été capable de prendre le pouvoir, le militaire a soulevé, et cela va créer une division du territoire du pays qui provoquera une guerre civile cruelle et dure qui va durer 3 ans à peu près. Dans cette carte, qu'est-ce que vous avez ici? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le plan qui avait été dirigé par Emilio Mola, appelé le directeur, et dans lequel plusieurs offensives doivent avoir lieu en Espagne jusqu'à l'entrée des différentes armées soulevées à Madrid et la prise du pouvoir, la prise de la capitale. Le coup d'État commence le 17-18 juillet au Maroc, au nord, dans les protectorats du Maroc, au nord de l'Afrique, et grâce à des bateaux italiens et allemands. Les troupes soulevées ont pu croiser les détroits de Gibraltar et puis commencer son parcours jusqu'au centre du pays. De l'autre côté, au nord de l'Espagne, on voit Pamplona très important parce que c'est depuis Pamplona où Emilio Mola a organisé aussi le soulèvement, excusez-moi, depuis le nord. Donc, les plans, c'est de faire une sorte de pression de l'extérieur à l'intérieur. Et pour faire cela, pour réussir cela aussi, il faut prendre Barcelone, Valence et les autres villes. Mais ces villes, ainsi comme Madrid, ont résisté et ont resté fidèles à la République jusqu'à plus tard. Donc le plan échoué, la guerre civile commence. Quels sont les résultats, les pays? Quel est le visage du pays les lendemains du soulèvement et donc le premier jour de la guerre civile? Vous voyez donc la carte elle est divisée. L'Espagne reste divisée en deux parties. La partie qui soutient les soulevés et donc qui se rallie au combat pour la prise de pouvoir et on peut dire la partie républicaine résistante qui a pu contrôler les villes, vous voyez, les plus importantes au niveau industriel, au niveau de ressources, etc. Ce qui va déclencher une guerre civile qui durera 3 ans, comme j'ai déjà dit. Ça, c'est pour illustrer cette idée du pays divisé en deux. Je vous montre deux couvertures, ok, qui expliquent très bien la vision antagonique de ces deux côtés. D'un côté, nous avons le dialogue régional publié à Valladolid en juillet, le 19 juillet 1936, qui dit: Ya no es delito gritar Viva España, el Frente Popular se ha derrumbado bajo el peso de sus propias iniquidades, la sangre de Calvo Sotelo, mártir de España, liberado de sus enemigos a la patria, Viva España, arriba España, España sobre todas las cosas y sobre España, Dios. Okay, une vision très claire
du combat, non, à leur avis, le combat nécessaire pour rétablir l'ordre et la moralité en Espagne. Mais si on observe une autre source différente, bon, différente, c'est la même, c'est une couverture d'un journal, mais d'un journal plutôt progressiste qui s'appelait Les Libéral, publié à Madrid le même 19 de juillet de l'année 36. Viva la República, toda España reacciona frente a los que se han lanzado contra el régimen. Nunca más tiranías, democracia, libertad del pueblo soberano. Deux visions différentes d'un même fait, ce qui explique que la guerre civile, ce n'est qu'une sorte de conflit fratricide qui divise le pays en deux grandes parties. Ceux qui soutiennent les militaires soulevés et donc la future dictature franquiste, c'est qui soutient la démocratie, la république, la liberté et la souveraineté du peuple. En continuant en parlant d'un pays divisé en deux, il faut donc faire référence aux deux grandes armées, aux deux armées, les deux côtés militaires qui ont pris parti, qui ont fait partie de la guerre. On commence par les républicains et les républicaines. L'armée républicaine, étant donné la spontanéité de, de la résistance, s'organise plutôt autour des travailleurs, des travailleuses qui ont reçu des armes des syndicats ou des partis politiques et qui ont résisté avec sa volonté les coups d'État et ont protégé des différentes régions et zones industrielles urbaines très importantes du pays, de l'Espagne. C'est pour cela que la résistance républicaine aura un fort caractère révolutionnaire, on peut dire. Qui fait partie de cette armée républicaine? Bon, on trouve un peu toute la gauche ralliée, les socialistes, les communistes, les anarchistes aussi au début, soit au niveau espagnol central, au niveau catalan, comme par exemple le PSUC, le POM, une scission du Parti communiste aussi. Le républicain progressiste vont soutenir la République, vont se battre contre les fascismes et tous les mouvements antifascistes aussi qui existent à l'époque. Il faut aussi compter sur Esquerra Republicana Catalunya qui, depuis la Catalogne, va se rallier à la défense de la République espagnole. Cet élément que je viens de citer, l'élément de l'armée républicaine comme une armée des milices, et c'est très important de comprendre pour bien interpréter l'évolution de la guerre et les changements proposés dans un moment donné par le gouvernement de la République. Et je parle de l'octobre de l'année 36. C'est vrai que les milices, le peuple armé a su défendre la République, mais c'est vrai aussi que l'armée qui reste, c'est une armée très peu organisée, assez diffuse, on peut dire, ou abstracte. Okay. Donc les plans du gouvernement de la République, c'est de créer une seule armée. El Ejército Popular de la República. El Ejército Popular doit organiser tous les milices, éliminer ces concepts des milices, et donc on peut dire, non, la lecture qu'on peut faire, c'est que le gouvernement priorise le combat, l'organisation militaire, au-dessus de la révolution sociale ou du peuple armé. Ça c'est bien pour certains, mais ce n'est pas bien pour des autres. Cela va provoquer en fait des conflits importants. À Barcelone par exemple, l'année 37, al fait des Amatx, on en parlera, en réponse à cette volonté de la République, du gouvernement républicain, de réorganiser l'armée. Donc en octobre de l'année 36, l'Ejército Popular de la República est créé et les milices petit à petit doivent quitter sa nature révolutionnaire ou parfois autogestionner ou autogérer, et donc ouvrir la porte à l'organisation militaire, à la militarisation de l'armée républicaine. Quelques affiches, vous pouvez bien regarder, interpréter, ok. Si vous avez des questions, vous me posez par la vidéoconférence, mais je vais un peu vite. Ça, caractère antifasciste, Jean Miro qui fait un dessin très intéressant, en fait très connu encore aujourd'hui, ok, pour réussir la collaboration des puissances étrangères.
Et voilà. Alors, l'armée des soulevés. L'armée des soulevés, étant donné que les soulèvements, excusez-moi, c'est pas soulèvation, c'est soulèvement. Les soulèvements euh, comptent sur une partie très importante de l'armée et des généraux, des militaires de premier rang. Son organisation sera dès les débuts très, 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 très bien organisée du point de vue militaire. Ok. En fait, il faut compter aussi avec la collaboration de deux grandes puissances militaires à l'époque, l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie. Cette armée, soulevée, elle compte aussi avec les soutiens de la phalange espagnole. Là. Ici à droite, vous voyez le drapeau avec Joe y las flechas, de la rouge et noir, avec l'armée africaine, avec le carlisme à gauche, vous voyez, vous identifiez, j'imagine, le drapeau, les soutiens financiers de la CEDA, ok, de certains députés de la CEDA qui ont soutenu le soulèvement, le coup d'État. Il y a aussi, c'est un peu anecdotique, mais que certains anticommunistes du monde, comme ces bataillons irlandais qui est venu pour se battre ou pour combattre le communisme, on parle aussi d'une partie importante de la Guardia Civile. Et finalement, vous voyez ici les popes qui va aussi, l'Église catholique va soutenir l'armée soulevée. Donc on a une armée républicaine organisée en milices, d'abord, d'un caractère révolutionnaire très important, qui sera puis réorganisée en l'armée populaire. Mais on aura aussi une armée soulevée, beaucoup plus mieux organisée, avec des effectifs militaires très importants, avec un soutien international super clé, on dirait clé, pour le devenir, le développement de la guerre. Des images, ok, ici j'aimerais bien faire noter ce concept de cruzada, ok, Espagne orientadora espiritual del mundo. Cette idée de cruzada qui change le fait d'une guerre civile par une croisade. Une croisade, une guerre de religion, une guerre pour l'hégémonie religieuse ou pour la domination religieuse, a été appelée pour se battre contre les ennemis du pays, les rouges, les communistes, les socialistes, les anarchistes, les indépendantistes, etc. Vous voyez aussi, observez bien ces images. Si vous voulez, on peut faire les commentaires lors de la vidéoconférence España Resucita. Celle-ci, elle est très intéressante, cette image, parce que à droite, España fue, si sera immortal, vous voyez l'image d'un navire qui nous rappelle à l'empire espagnol du XVe siècle. Voilà, vous voyez comment l'histoire, le nationalisme à outrance, le nationalisme fort va prendre la place de cette armée qui en fait sera auto-appelé les nationalistes. Ok. Jusqu'ici, la première vidéo. Je vais en faire une autre pour vous parler de l'internationalisation du conflit. Ok. Très bien. À tout à l'heure.